RTL Matin. Bientôt 7h37 sur RTL. Tout de suite, l'invité d'RTL Matin. Et Thomas, vous recevez aujourd'hui Marine Le Pen. Bonjour et bienvenue sur RTL, Marine Le Pen. Bonjour. Vous ne vous sentez pas trop seule, Marine Le Pen ? Non, pourquoi je me sentirais seule ? Je vous pose la question parce que vous devez faire face à votre procès, on va évidemment y revenir longuement. Et dans ce contexte, avant-hier soir, Jordan Bardella, qui pourtant dans son livre répète toutes les 2 pages qu'il vous aime et qu'il vous doit tout, a dit qu'il fallait un casier judiciaire vierge pour se présenter à une élection avec l'étiquette du RN. Est-ce que vous l'avez pris pour vous ? Pas du tout, parce que j'attends avec impatience précisément que la relaxe vienne me rendre mon innocence aux yeux de tous, en première instance ou en appel. Mais par si ailleurs. vous étiez condamné, ce qui est une hypothèse parmi d'autres, est-ce que cette règle édictée par Jordan Bardella s'appliquerait pour vous ? Mais non, franchement, on fait une affaire de rien du tout. Le Rassemblement national, depuis des années, demande à ses candidats leur casier judiciaire. Casier judiciaire, c'est le bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Pour une raison simple, c'est que ni vous ni moi n'avons accès à d'autres casiers judiciaires que celui-là. Bon, ce bulletin numéro 3 du casier judiciaire est réservé en fait aux peines les plus graves et puis un certain nombre d'infractions liées à la pédophilie, des choses comme cela. Et donc cette règle a existé, existe et existera. Jordan n'a fait que rappeler cela. Il a dit, ne pas avoir de condamnation légitime à son casier est pour moi la règle numéro 1 lorsque l'on souhaite être parlementaire de la République. Évidemment, ça vaut pour tout le monde. Il s'est pris les pieds dans le tapis ou c'est Brutus qui vous a planté un couteau dans le dos ? Mais pas du tout. Encore une fois, ne pas avoir d'inscription à son bulletin numéro 3 du casier judiciaire est une exigence qui existe au Rassemblement national depuis très longtemps. Et qui sera valable pour tout le monde, quoi qu'il arrive. Mais qui sera valable pour tout le monde, quoi qu'il arrive, évidemment. Je ne vois pas où est le problème, en fait. Si vous étiez empêché pour 2027, est-ce que Jordan Bardella deviendrait le candidat naturel du RN pour la présidentielle ? Est-ce que vous en avez parlé ensemble ? Non, on n'en a pas parlé ensemble parce qu'on ne se met pas dans cette hypothèse. Vous savez la confiance que j'ai à l'égard de Jordan. Mais en l'occurrence, c'est le mouvement politique, si j'étais empêché, comme vous le dites, qui serait amené à choisir son candidat. C'est le fonctionnement démocratique interne de notre mouvement. Vous avez employé le mot confiance. Ça existe, la confiance en politique ? La vie politique est faite de trahison. Et les amis de 30 ans baladurent Chirac, Macron-Hollande, Bruno Maigret avec votre père. Et demain, Bardella-Le Pen, ça vous traverse pas l'esprit ? Il y en a beaucoup. Non. La chronique est alimentée de ça. Oui, mais bien sûr, mais parce que les trains qui arrivent à l'heure intéressent personne, mais au Rassemblement national, les trains arrivent à l'heure. Voilà, qu'on a une relation de confiance avec Jordan, que je lui ai donné en temps voulu d'ailleurs sa chance en prenant tous les risques parce qu'il était très jeune. Lors des dernières élections européennes, il avait 23 ans. Il ne m'a jamais déçu. Et entre-temps, il a été élu lorsque je n'ai pas souhaité me représenter à la tête du Rassemblement national avec 85% des voix. Donc vous voyez que je ne suis pas la seule à lui faire confiance. Venons-en au fond de l'affaire, Marine Le Pen, et à ce procès dit des assistants parlementaires européens du FN qui se poursuit. Les procureurs, on l'a dit, ont demandé 5 ans de prison, dont 3 avec sursis contre vous, et une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire. C'est la peine de mort politique avec exécution provisoire contre moi, avez-vous dit. Vous avez aussi lancé une pétition qui s'appelle « Soutenez Marine ». Est-ce que c'est pas dangereux, dans une démocratie déjà pas très en forme comme la nôtre, de jouer le peuple contre un prétendu gouvernement des juges ? Elle a quel sens, cette pétition ? Non mais cette pétition, elle a un sens très clair, c'est qu'il y a eu une telle indignation à la suite de ces réquisitions. Dans le peuple, et pas seulement dans le peuple d'ailleurs, dans la classe politique aussi, et tout parti confondu, que beaucoup de Français ont exprimé auprès du parti le souhait de pouvoir exprimer ce soutien. Bon, moi, exprimer le soutien au parti à Marine Le Pen ou c'est faire pression sur la justice ? Mais jamais faire pression sur la justice. Enfin, c'est un concept absolument ridicule. La pétition, c'est vraiment l'acte le plus pacifique qui puisse exister. Le soutien à un responsable qui est victime d'une injustice, c'est le soutien le plus pacifique qui puisse exister. Donc, il est apparu au Rassemblement national que c'était le moyen pour pouvoir permettre aux adhérents, aux électeurs, aux sympathisants et à d'autres d'ailleurs de pouvoir précisément exprimer ce soutien. Il y a combien de signatures aujourd'hui ?
250 000, je crois, en l'espace de quelques jours. Non, mais il y a eu une vraie indignation. Je veux dire, en réalité, ce parquet qui a justifié cette exécution provisoire par un trouble à l'ordre public a créé le trouble à l'ordre public par ces réquisitions. C'est ça qui est quand même Après, incroyable. on rappelle que ce sont des réquisitions, que ce n'est en Bien aucun sûr. cas le jugement lui sera rendu au début de l'année prochaine. Bien vous sûr, savez, Marine Le Pen... mais vous savez, c'est quand même le choix des réquisitions par le parquet est quand même un acte politique, parce que le parquet n'est pas indépendant dans notre pays. Vous êtes maître Le Pen, avocate de formation, vous savez très bien qu'entre les réquisitions, la parole à l'accusation et un jugement, il peut y avoir tout et son contraire. Mais Dieu merci, hein. Heureusement. François Bayrou avait été condamné à une peine d'inéligibilité en première instance dans un procès qui ressemble sur le fond à celui qui est fait au Front National, et il avait été relaxé finalement au moment du jugement. Il a obtenu, oui, mais quand même, vous voyez, là où je vous dis que c'est un acte politique, c'est que les réquisitions qui ont été formulées dans le procès du MoDem sont sans commune mesure avec celles qui ont été réclamées contre le Rassemblement National. Et vous dites vous-même que c'est la même affaire. Non, le même type d'affaire. Je ne connais pas les deux dossiers parfaitement. Oui, vous avez raison. Non, mais je ne suis pas juge. C'est le même type d'affaire, mais enfin, soyez quand même conscient que dans l'affaire qui nous intéresse, l'inéligibilité avec exécution provisoire, dont j'ai dit que c'était une peine de mort politique puisqu'elle est irréparable, c'est-à-dire que pour ceux qui nous écoutent, si cette peine est prononcée, l'appel que je pourrais formuler, moi et mes compagnons, n'aurait aucune influence. C'est-à-dire que nous serions tout de même inéligibles. C'est pas tout à fait vrai. Avant même, serions inéligibles avant même une décision définitive. Non, pire que cela, si le jugement en appel était différent et levait cette inéligibilité, donc il faudrait que la décision d'appel soit rendue, vous ne seriez plus inéligible. Mais Monsieur Soto, Louis Alliot, qui, s'il se voyait appliquer cette peine, aurait perdu sa mairie de Perpignan. S'il y a des nouvelles élections municipales qui ont lieu entre-temps et il n'a pas pu se présenter, ça se passe comment? C'est irréparable. Dans le délai, vous avez raison. S'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale et que je ne peux pas me représenter comme député, la Cour d'appel peut intervenir plusieurs mois plus tard, ça n'y changera rien, je ne serai plus député. Donc c'est irréparable, voilà. Et je ne parle même pas s'il y a une élection présidentielle. Donc il faudrait que l'appel ait lieu avant la présidentielle. Donc c'est une peine absolument outrancière et qui pose un problème au regard non seulement de l'état de droit d'ailleurs, mais également de la démocratie. Le fait que le parquet la réclame, je le dis très simplement, est un fait politique. Voilà. Sur la justice, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis comme ça, Marine Le Pen? Parce que vous étiez moins suspicieuse envers les juges quand, dans l'affaire des emplois fictifs du RPR, il y a 20 ans, en 2004, vous étiez réjouie de voir Alain Juppé condamné à 10 ans d'inéligibilité. En 2012, candidate à la présidentielle, vous publiez un livre qui s'appelle « Pour que vive la France » et vous dites « L'arme de l'inéligibilité devra être utilisée avec beaucoup plus de rigueur ». C'était une faute à l'époque, c'était une erreur de jugement. Le problème, c'est l'utilisation de cette inéligibilité pour influer sur le calendrier électoral. C'était le cas pour Juppé en 2000. Non, ça n'est pas vrai. Je ne crois pas que M. Juppé, pour le coup, était candidat à la présidentielle. Il n'a pas pu l'être parce qu'il a eu 10 ans. Oui, enfin, c'est pas lui qui l'aurait été de toute façon, et vous le savez bien. Donc, c'est quand, encore une fois, la justice, en quelque sorte, se sert de cette inéligibilité pour imposer en fait un calendrier et empêcher les Français. Mais la question au moment où on se parle, c'est le problème de cette exécution provisoire, permettez-moi de vous le dire. Bon, et cette exécution provisoire, pour le coup, elle n'a jamais été réclamée contre personne dans les circonstances que nous connaissons. Étant entendu, et je suis obligé quand même de le rappeler, que dans l'affaire que vous évoquez, il s'agissait d'utiliser des emplois qui étaient des emplois d'une collectivité pour les distraire au bénéfice d'un parti. C'est pas du tout le cas de notre affaire. Dans notre affaire, il y a une dotation qui est accordée à chaque député pour embaucher des assistants parlementaires. Nous n'avons pas eu un centime de plus que ce à quoi nous avons droit. Et le débat se focalise sur qu'est-ce que vous avez fait faire à vos assistants. Voilà. Sur la nature des fonctions qui ont été remplies par ces assistants. Ça, c'est tout le fond du procès. C'est ça le fond du procès. Absolument. Oui, mais c'est tout à fait différent. Et vous avez l'occasion parce que ça veut dire qu'il n'y a pas, je le rappelle,
1 centime d'enrichissement personnel, qu'il n'y a pas un emploi fictif, parce que tout le monde a travaillé, même le parquet l'a admis, et donc ça rend cette affaire très différente. Mais le Parlement estime qu'il y a 4,3 millions de préjudice pour lui. Et de l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, et d'ailleurs encore plus peut-être de l'affaire Urbain Graco, qui avait mis en cause le Parti socialiste dans les années 90. Absolument. Marine Le Pen, on va parler un peu politique quand même. Le gouvernement, on le sait maintenant, devra en passer par le 49.3 pour faire adopter son budget. Est-ce que si c'est le cas, le RN, votre parti, vos députés, vous voterez la censure, oui ou non, contre le gouvernement Barnier? Bon, mais le problème n'est pas celui du 49.3. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le budget. Parce que le 49.3 ne veut rien dire. Il veut dire que le gouvernement étant minoritaire, il a peu de chances de faire voter son budget, donc il passe par le 49.3. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce budget? Est-ce que M. Barnier va respecter l'engagement qu'il a pris de s'attacher à ce que les groupes d'opposition puissent reconnaître dans son budget des éléments qui leur paraissent essentiels. Nous, nos éléments, on les a donnés. Nos éléments, c'était de ne pas alourdir la fiscalité sur les particuliers, de ne pas alourdir sur les entrepreneurs, de ne pas faire payer les retraités, de faire des économies... Ce sont des lignes rouges, tout ça, ou pas? De faire des économies structurelles sur les dépenses de fonctionnement de l'État. Or, nous n'avons pas été entendus, nous n'avons même pas été écoutés. La preuve en est, d'ailleurs, c'est que M. Barnier m'invite lundi prochain à venir le rencontrer. Bon, vous allez y aller? Bien sûr que je vais y aller. Vous allez lui dire quoi? C'est des lignes rouges? Michel, si tu nous écoutes pas là-dessus, on votera la censure, c'est ça? Je vais lui dire que l'augmentation de 6 milliards qu'il envisage sur le prix de l'électricité, c'est inadmissible pour nous. Voilà ce que je vais lui dire. Je vais lui dire que le fait de ne pas faire d'économies sur un certain nombre de parties du fonctionnement de l'État, par exemple les agences, etc., c'est inadmissible. Que taper sur sur les entreprises, les retraités... C'est inadmissible. Voilà ce que je vais lui dire. On sort de l'ambiguïté qu'a ses dépenses, c'est bien connu. Depuis quelques jours, vos lieutenants font monter la sauce en disant oui, attention, on prend le chemin, ils créent les conditions de la censure. Oui ou non, si vous n'êtes pas écouté lundi, est-ce que vous voterez la censure? Est-ce que votre décision est prise? Mais il y a zéro ambiguïté. Depuis le départ, nous avons dit ce que nous souhaitions. Voilà. Il l'entend ou il ne l'entend pas. S'il ne prend pas tout, ça sera la censure. Mais c'est pas tout. Ça n'est pas tout. On est bien conscient qu'il ne peut pas tout prendre. Mais ce qui est sûr, c'est que nous n'accepterons pas que le pouvoir d'achat des Français soit encore amputé dans la situation qu'ils connaissent aujourd'hui. Donc ça, c'est une ligne rouge. Et si, effectivement, cette ligne rouge est dépassée, eh bien, nous voterons la censure. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Je le dis de la manière la plus claire qui soit. En tout cas, ça ne sera pas avant le budget, la censure. Ça peut pas être sur un autre texte ou c'est pas prévu chez vous? Non. Enfin, je veux dire, là, on est en plein dans la discussion sur le budget. Heureusement, d'ailleurs, que le Rassemblement national était là, parce qu'il a évité quelques dingueries, pas toutes, hélas, on n'a pas pu tout empêcher, mais on a empêché quelques dingueries du fait, de l'absence, quand même, dans l'hémicycle, de EPR, des macronistes, parce que comme ils changent de nom tous les 6 mois, c'est un peu difficile pour s'y retrouver, et des LR. Voilà, il n'était pas là. Et donc, évidemment, l'extrême gauche en a profité pour faire présenter des folies, des taxes de 120%, enfin bon, j'en passais des meilleurs. Attendez, ce que je veux dire, c'est que nous avons joué notre rôle, nous avons été le groupe le plus mobilisé, nous avons fait passer d'ailleurs un certain nombre d'amendements du Rassemblement national, dont la baisse de 5 milliards de la contribution à l'Union européenne, empêcher l'augmentation de 6 milliards sur les prix de l'électricité, mais si M. Barnier réintègre tout ça dans son budget comme s'il n'y avait pas eu de vote, bah oui, nous en tirerons les conséquences. Donc, si je résume, pour être sûr d'avoir bien compris, vous voterez la censure si Michel Barnier ne vous entend pas et n'écoute pas ce que vous avez à dire, ne tient pas en compte d'un certain nombre de propositions, et cette censure, ce sera après le budget. On est d'accord? Oui. C'est ça. J'ai bien compris. Est-ce que vous allez voter l'abrogation de la réforme des retraites qui sera présentée à la fin du mois, mardi prochain, par LFI à l'occasion de sa niche parlementaire? Oui, nous avons présenté par ailleurs cette réforme nous-mêmes dans notre niche il y a quelques jours. Et ils ont voté contre d'ailleurs. Ce qui prouve qu'ils sont quand même pas très... Mais vous voterez pour, du coup? C'est-à-dire que nous, on est cohérents. Nous, on pense pas qu'à nous. On défend l'intérêt des Français. Or, les Français majoritairement souhaitent ce retour à 62 ans. Et par conséquent, bien entendu, nous allons le voter, quelle que soit l'origine
enfin le groupe d'origine de ce texte. Je pense qu'on est les seuls dans ce cas-là. Les autres font preuve d'un sectarisme qui sacrifie en fait l'intérêt des Français. J'ai une dernière question, Marine Le Pen, elle est un peu plus personnelle, j'espère que vous me la permettrez. Il y a quelques jours, on apprenait que votre père, Jean-Marie Le Pen, avait été hospitalisé. L'est-il toujours ce matin et comment se porte-t-il ? Oui, il est hospitalisé. Je vais pas vous décrire son état de santé, mais c'est vrai que nous avons, parce que nous l'aimons, des inquiétudes sur sa santé, bien sûr. Il est en fin de vie, Jean-Marie Le Pen ? Je ne répondrai pas à ça. Je trouve que c'est trop violent comme question et ça touche à l'intimité de sa vie privée et de la nôtre aussi. Merci beaucoup, Marine Le Pen, d'être venue sur RTL ce matin. On vous garde encore quelques minutes, le temps de...